Ces dernières semaines, certains d'entre vous m'ont fait remarquer que j'oppose souvent les deux versants de la psychanalyse, le versant adaptatif et le versant subversif. Et vous m'écrivez en me disant finalement qu'est-ce que ça veut dire subversif? Quand vous parlez de subversion, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est un sujet qui est à la fois simple et compliqué. Déjà si l'on s'en tient à la définition proposée par les dictionnaires. La subversion, elle est présentée comme ce qui sape les institutions et les valeurs établies, les actions, les stratégies qui visent à renverser l'ordre établi ou en tout cas à le contester, à contester ses lois, ses principes, etc. Bref, ce qu'on entend, c'est l'idée d'un bouleversement, l'idée d'une contestation, et pour aller encore plus loin, beaucoup plus loin, l'idée d'un renversement, presque d'une révolution. Donc, de quelque chose d'assez violent. Alors évidemment, je comprends qu'il soit difficile de faire un lien entre ces acceptions de la subversion et la psychanalyse. Est-ce que ça signifie que l'on sort d'une analyse en devenant un révolutionnaire? Est-ce qu'une psychanalyse nous transforme forcément en activistes, prêts à n'importe quoi? Non. Ou plutôt non, pas forcément. Parce que je dirais que ça dépend beaucoup du pays, ça dépend beaucoup du régime politique dans lequel nous vivons. Une révolution intérieure peut très bien conduire à une révolution extérieure dans un régime totalitaire. Bon, ceci dit, pour comprendre en quoi consiste le fameux versant subversif de la psychanalyse, il faut comprendre, je crois, ce qui se joue dans le cabinet d'un psychanalyste. Ce lieu, c'est un lieu d'évolution, c'est un lieu de maturation de l'individu. La plupart du temps, le psychanalyste accueille un enfant qui pendant très longtemps, pendant des années la plupart du temps, va éclairer son parcours de vie afin de saisir, de percevoir ce qui l'a empêché de devenir adulte. Alors, j'ai dit évolution, maturation, on peut dire que c'est aussi un lieu de révolution, dans le sens où certaines révélations, certaines prises de conscience qui se font jour au cours d'une analyse peuvent tout à fait nous conduire à remettre en question des pans entiers de notre vie. Bon, est-ce que pour autant le psychanalyste est seul à agir dans ce sens? Non. Il y a les philosophes, il y a des enseignants qui œuvrent avec le même objectif. Toutefois, il y a une différence flagrante entre ces professionnels et les psychanalystes. La différence, c'est que les philosophes, par exemple, ou les enseignants s'adressent à des groupes, à des classes, à des auditeurs, à des spectateurs, ou quelquefois au monde en général. Alors que le psychanalyste, lui, il vit une relation à deux. Voilà, il vit une relation dans l'intimité du deux. Et cette relation, c'est un accompagnement à la découverte de soi par soi-même et pour soi-même. Il y a sur le divan un sujet qui est littéralement empêtré dans une espèce d'armature morale très culpabilisante. Une armature qui l'empêche souvent de penser critique. Alors si, à l'issue de son cheminement, s'il parvient à penser par lui-même, alors ça signifie qu'il ne fait plus partie de la foule d'individus qui vivent dans l'illusion de choisir leur vie. Et vu sous cet angle,
Et ben voilà, la subversion apparaît comme une extraction du sujet hors de cette foule par la révélation de sa singularité et son assomption. Et ça a évidemment plusieurs conséquences, pas toutes positives au sens où la plupart de nous l'entendons, mais c'est un autre sujet. Et puis il y a aussi autre chose qui nous est livrée à propos de la subversion grâce à l'étymologie. C'est tout de même incontournable, hein, l'étymologie. C'est peut-être même le plus important, le retour aux sources. Dans le mot subversion, il y a le préfixe sub, qui signifie au-dessous. Et donc il existerait une parole, une pensée, une version de la vie, hein, presque, qui se trouverait au-dessous de celle qui se montre à nous en plein jour. Et donc la subversion nous invite à aller au-delà de ce qui nous apparaît en plein jour, au-delà de ce qui nous apparaît avec évidence. C'est-à-dire qu'elle nous invite à entendre une autre version de la vie, une autre version de la parole que nous prononçons, des actes que nous posons, des choix que nous faisons, des raisons qui nous guident finalement à chaque instant. Donc dans ce sens, oui, évidemment, la psychanalyse est subversive, parce qu'elle nous donne à voir et à entendre autre chose que ce qui habite au premier plan de notre conscience à chaque instant. Ce qui est subversif, c'est de tendre le micro à notre inconscient et d'écouter ce que notre conscient ne nous dit pas. Après, ma foi, que cette subversion-là conduise à quelque chose de plus vaste, comme par exemple une révolution intérieure, je veux dire, hein, cela me semble presque évident à partir du moment où des croyances sont ébranlées, à partir du moment où des illusions chutent, bref, à partir du moment où de l'inconscient devenant conscient, eh bien cette matière provoque inévitablement un bouleversement intérieur qui nous apporte, je dirais, une lucidité sur le degré de notre aliénation. Vous savez, il y a dans l'ouvrage de Lucien Israël, L'hystérique, le sexe et le médecin, cette idée que j'aime à rappeler régulièrement, c'est qu'à l'issue d'une analyse, nous devrions au moins être conscients du fait que nous n'avons pas forcément l'obligation de servir les intérêts de ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, de consommateurs et de chair à canon. Ce qui nous ramène également à la Boétie et à son discours sur la servitude volontaire. Alors oui, la psychanalyse est une révélation de la servitude volontaire. Et par cette révélation même, c'est un frein au conditionnement des masses. Et puis, on pourrait dire aussi que dans l'idée de subversion, il y a presque l'idée d'une création du sujet, mais pas d'une création ex nihilo, hein. C'est un travail à partir de la matière première que nous sommes quand nous entrons en analyse. Et ça me permet de rappeler cette belle métaphore de Freud quand il fait le parallèle, la distinction entre la peinture et la sculpture. Le peintre, lui, dépose de la matière sur la toile pour créer une œuvre. Et s'il n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il a créé, il peut très bien déposer de nouvelles couches de peinture sur la première couche pour créer une œuvre nouvelle. Et il peut même, comme cela s'est fait à maintes reprises dans l'histoire, cacher volontairement la couche première pour des raisons diverses. Le travail du sculpteur, lui, est radicalement différent. Il s'agit non pas de déposer de la matière pour créer une œuvre, mais d'ôter
de la matière à un bloc de marbre, à un bloc de pierre, dans lequel existe déjà en puissance l'œuvre qui sera révélée par l'artiste. Eh bien, c'est ça, une analyse, c'est la découverte d'un sujet par le fait d'enlever de la matière qui cache un sujet finalement en attente d'exister. Ce qu'on appelle processus de subjectivation, c'est ce processus qui permet d'être soi, c'est celui qui permet à un sujet de se dissocier de sa place de patient, de son identité même de patient. Vous ne pouvez pas calquer quoi que ce soit sur un patient, parce que sa psyché est toujours en mouvement, comme celle de n'importe quel individu. Vous ne savez pas ce que ce mouvement s'apprête à créer, et vous n'avez évidemment pas à influer sur cette œuvre qui est en gestation. C'est pour ça que l'analyste ne doit rien attendre. Il ne doit rien espérer à propos de son patient. D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifierait, le bien du patient? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qui peut bien savoir ce qui serait bien pour lui? Alors, pas de jugement, pas de normes. Pour qui se prendrait d'ailleurs celui qui croit savoir ce qui est bien pour tel ou tel? Et en disant ça, j'ai l'impression de boucler, de revenir à la métaphore du peintre et du sculpteur. C'est-à-dire, la psychanalyse n'apporte rien. Elle enlève, elle révèle. C'est pour cette raison que l'idée, parfois, d'évaluer, qui est une idée propre aux sociétés néolibérales, cette idée n'a strictement rien à faire avec la psychanalyse. Comment voudriez-vous évaluer quelque chose qui n'a rien à voir avec une norme quelconque? Évaluer, c'est quoi? C'est partir d'une référence, c'est partir d'un étalon, d'un modèle. Or, en analyse, il n'y a pas de référence, il n'y a pas d'étalon. Il y a l'effet d'un être désirant. Point. C'est-à-dire d'un être qui, à un moment donné, rencontre son désir. Et le désir peut prendre 1001 visages. C'est idiot de vouloir enfermer le désir. C'est idiot de vouloir le définir, de prétendre en faire un portrait robot auquel il faudrait se référer. Parce que si tel est le cas, alors il s'agit ni plus ni moins de conditionnement, et je dirais presque d'annexion. Évaluer, c'est nier la singularité, c'est la tuer. Et il en va très précisément de même concernant l'enseignement de la psychanalyse. Toute entreprise qui viserait à normaliser cet enseignement étoufferait obligatoirement son versant subversif. Ça réduirait la chose à un ensemble de données, finalement, qu'il suffirait d'incorporer pour savoir ce qu'il en est de l'analyse. Alors espérons juste que l'on n'y arrivera jamais.